Bonjour. Ah ben ça y est, c'est parti, voilà. Bonjour et bienvenue dans ce club expert ActuSite, Club Patrimoine, un club expert immobilier qui attend, je crois, tous les CGP de France et de Navarre. J'ai eu beaucoup d'appels aujourd'hui et c'est tant mieux parce qu'on a un parterre de stars. Je crois que c'est on a les meilleurs, hein, on ne peut pas faire mieux. Donc on commence. Jean-Marc Colly, c'est le bisu, ça va? Première fois? Le plus âgé, mais le bisu. Ouais, c'est sympa. Ça nous fait plaisir en tout cas de vous retrouver ici. Jean-Marc Colly pour Amundi Immobilier. Alors je fais attention, je ne suis pas dans l'ordre. Marc Bertrand pour La Française, Éric Costra pour Perial et Laurent Fléché pour Primonial. Qui dit mieux? Messieurs, vous êtes en pleine forme? On vous attend, hein, je peux vous dire, ça ne va pas rigoler. En tout cas, si ça rigole, il faut qu'on ait les réponses. 3 quarts d'heure ensemble, vous allez voir, ça passe très vite. On a 3 thèmes qu'on avait fixés donc, pour ce club expert. Où va la collecte? En clair, je crois que vous collectez beaucoup, mais que faites-vous donc de cet argent? Ça nous intéresse, vous allez nous raconter bien évidemment. Ensuite, le mythe de la décorrélation. La question est la suivante. Jusqu'où iront les taux obligataires en zone négative? Qu'est-ce qui se passera si un jour ça se retourne? Et est-ce que l'immobilier sera protégé d'une crise qu'on sent bien arriver, en tout cas sur l'obligataire? Alors, cela étant, si on n'est pas dans un scénario à la japonaise, donc on verra vos différents scénarios. Et puis, la pierre papier est-elle l'avenir de l'assurance vie ou vice-versa? En tout cas, on en parle de plus en plus, donc on verra jusqu'où peut aller cette histoire. Mais ces thèmes, on les avait fixés avant l'histoire du Brexit, et puis depuis quelques jours, on est un peu secoué, hein. Je crois qu'on en est à 7 fonds qui viennent de fermer leur liquidité en Grande-Bretagne, et pas des moindres, hein, puisque tous les fonds des grands assureurs sont dans le pipe, et même certains annoncent des baisses de valeur qui dépasseraient les 15%. 15-17, on en parlera tout à l'heure. Autant dire que on va ouvrir ce club sur la question qui est sur toutes les lèvres, qui est la liquidité. C'est le sujet du moment, je crois, sur l'ensemble des classes d'actifs, mais je suis sûr que vous allez nous rassurer. Je veux dire que moi j'ai un peu la trouille avec ce parterre, parce que j'ai toujours tort avec vous. J'arrive jamais à vous mettre dans un corner, donc voilà, ouais, c'est comme ça, il faut que je m'y habitue. Mais, avant de commencer, que serions-nous sans lui? Alors aujourd'hui, on ne pouvait pas faire autrement. Le Mannschaftisant Georges Delataille, celui qui porte la particule comme une équipe de foot d'Allemagne, aborde une demi-finale face à l'équipe de France, une équipe qui n'a pas battu l'Allemagne en compétition internationale depuis 1958. Georges. Quelle culture! Et donc vous portez de la particule comme eux rentrent sur le terrain avec une certaine arrogance. Bonjour Jean-Pierre. La règle du jeu, la règle du chat. J'espère que leur arrogance sera calmée ce soir. Ouais, on verra. Équipe de France et qui gagneront. Moi j'ai la mis main. le maillot allemand, j'ai 4 étoiles, je préfère. La règle du jeu, toujours aussi simple. Toutes les questions que vous voulez dans la zone sous la vidéo. On a déjà eu beaucoup de questions. Énorme. Surtout sur l'international, effectivement, sur le Brexit. Et on a eu la question des vestes. On n'a pas de veste qui fait un peu plus chaud dans le Qui dit ça? studio que d'habitude. Il fait très chaud, c'est le début de l'été, on est super nombreux, donc voilà. Ce n'est pas une nouvelle mode, pas encore. Demain, j'enlève le bas. Allez, c'est parti, messieurs. On démarre par cette question. Hein, au fond, on a eu énormément dans la journée. J'ai eu des appels en disant il faut que tu leur demandes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, c'est facile à comprendre ce qui s'est passé. Mais est-ce que, on comprend bien, c'est un traumatisme en Angleterre. Hein, tout le monde dit, tout le monde va partir de la City, il n'y aura plus de locataires. Alors, on est loin d'arriver à ça dans les pays européens. C'est plutôt l'inverse, puisqu'on attendrait de nouveaux locataires. Racontez-moi votre quotidien là, quand on annonçait ces fermetures de liquidités. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes mis en réunion de crise ou alors c'est juste une anecdote? Jean-Marc? On se sent moins concerné, bien sûr, que nos amis britanniques, parce que la réglementation française, ou nos fonds, nous semble nous protéger contre la fermeture qui touche les fonds de nos amis britanniques. Si on prend les OPCI, qui est destiné à la distribution du grand public, par l'effet des agréments que nous avons, on a 40% de valeur mobilière à l'intérieur, donc de liquidité pour faire la liquidité. Donc qui nous permettent de tenir, ou qui devraient nous permettre de tenir le temps nécessaire. Beaucoup, hein. Voilà, qui devrait nous permettre. Dans les fonds anglais, il y avait 10% de liquidité. 10% voilà. Qui s'est épuisé très vite, il ne faut pas non plus se tromper, mais donc qui devrait nous permettre d'attendre la possibilité de vendre des actifs immobiliers à un prix pour pouvoir indemniser et permettre la sortie des autres. Donc sur ces fonds-là, on est moins inquiet, encore qu'il faut être extrêmement attentif. 40%, ça peut aller très vite en cas de retournement, mais on est quand même protégé contre ce genre de situation. Sur les CPI, qui sont des produits là, pour le coup, purement immobiliers, on n'est pas de sujet depuis de 97 et 2007, date à laquelle on a la possibilité, en cas de grande difficulté, sur la liquidité, de passer en appariement, c'est-à-dire quasiment en confrontation ou à cotation. Et là, on ne déstructure pas le portefeuille, la liquidité se fait au prix du marché, en fonction de ce que les uns veulent acheter les autres. Donc, pas de sujet de liquidité en réalité sur les fonds des particuliers en France. Marc, vous avez une société de gestion à Londres? Oui, on a... vous êtes appelé là? Allô? What happens? Non, rassurez-vous, on n'a pas de fonds ni d'actifs anglais dans nos fonds, donc il n'y a pas
Il n'y a pas de sujet de ce côté-là. Je dirais, en complément de ce qu'a dit Jean-Marc, auquel je souscris parfaitement, à rappeler qu'il n'y a pas de... L'histoire nous apprend, hein, même relativement récente. Rappelons-nous de la fermeture brutale des fonds allemands dans les années 2005-2006. Alors je ne me rappelais pas, 2005-2006. 2005-2006, c'est pas si éloigné que ça. Ouais. Qu'est-ce qui s'était passé, racontez? Et donc il y avait une crise de confiance d'un certain nombre d'institutionnels quant à la valorisation et des expertises utilisées dans les fonds allemands. Donc un problème effectivement allemand, comme le problème Brexit est un problème avant tout anglais. Et à l'époque, tout le monde avait retenu son souffle en se demandant s'il y allait y avoir un phénomène de propagation de cela. Ça n'est pas arrivé, donc l'histoire nous apprend que non, il n'y a pas de fatalité à avoir une propagation du phénomène qu'on observe en Angleterre. Je dirais d'autre part que l'argent qui sort, il va bien se poser quelque part, et assez probablement, il va revenir en partie, en une bonne partie très probablement, sur l'Europe continentale. Ah oui, c'est sûr. Eric, vous attendez de l'argent? On attend de l'argent et je pense que, en tout cas en ce qui concerne les Anglais, il y a quand même un gros stress, et donc une grosse crise de confiance. Bien sûr. Non, mais c'est un événement incroyable. Incroyable, dont même les Anglais finalement n'étaient pas préparés. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a la suspension sur les fonds immobiliers. La bourse anglaise a également chuté, comme les bourses européennes. C'est rigolo, hein. Pas en devise, enfin elle n'a pas chuté hors devise, elle a chuté avec l'effet devise. Avec l'effet devise. Mais pas hors d'effet. Et alors, ce qu'on peut voir avec, notamment si on se focalise sur l'immobilier anglais, c'est qu'on a un immobilier anglais, et particulièrement londonien, qui est extrêmement spéculatif, très volatile, qui est très élevé au niveau prix. Ils sont à plus de 50% par rapport au top d'avant la crise 2008. D'accord. Et ce qui n'est pas du tout... C'est pas notre cas, nous? Ce qui n'est pas du tout notre cas, nous. D'accord. On est légèrement au-dessus, mais dans des proportions moindres. Pas 50%. On est à hauteur de 10%. Et puis également, il y a la crainte des départs d'entreprises qui vont donc effectivement libérer des mètres carrés. Ça fait rire tout le monde, ça. Personne ne va quitter la City, si vous croyez vraiment ça? Pas personne, mais simplement c'est que le marché locatif risque de changer. Donc peut-être que aussi dans la démarche des investisseurs qui ont voulu partir, au-delà du coup de stress et de la panique, il y a aussi peut-être effectivement que les fondamentaux de l'immobilier anglais sont effectivement très élevés et qu'il y a effectivement des risques de départ et avec des libérations de mètres carrés à Londres. D'accord. Laurent, tout a été dit là, ou on rajoute quelque chose? Dites-moi, tiens, si on est un peu futé, il ne faut pas acheter maintenant? Enfin, pas tout de suite, mais on ne va pas faire son marché à Londres? Je pense qu'il faut rappeler quand même que beaucoup d'analystes et d'experts avaient annoncé ça en cas de sortie du Brexit. Donc ce n'est pas non plus une surprise. On savait qu'il y aurait des conséquences. Deux, quelles vont être les conséquences de tout ça? Et notamment la fermeture des fonds immobiliers en Angleterre, momentanée. Un afflux de volatilité, beaucoup plus de volatilité, notamment sur les produits financiers. Donc un afflux de liquidité encore plus important. On a vu que la Banque d'Angleterre va réinjecter de l'argent pour contrôler tout ça. Quelle va être la conséquence? C'est certainement une baisse encore des taux. Et tout ça, ça va conforter la classe d'actifs immobilière, parce que très clairement, aujourd'hui, dans ce cadre-là, l'immobilier est un rempart à la baisse des taux avec un peu plus de rendement que les autres classes d'actifs. On y viendra tout à l'heure. Donc est-ce que l'immobilier est un rempart? La décorrélation, c'est un des sujets on en parlera tout à l'heure. Ouais. Mais en tous les cas, l'ensemble des éléments... Vous êtes sûr d'avoir raison. Non, mais l'ensemble des éléments est là pour conforter l'immobilier en Europe, et je dis bien en Europe. On fait pas son... Quand on a une chute comme ça, parce que tiens, la question, Jean-Marc, c'est quand on ferme un fonds, vous n'avez pas cette expérience en France, vous? Non. Mais la question se pose, c'est à quel moment je le rouvre? Parce que là, ça devient compliqué, non? C'est là où il ne faut pas non plus avoir une vision trop négative de la fermeture du fonds. C'est une mesure de protection des associés. Parce que bien évidemment, ne pas fermer le fonds, c'est vendre rapidement et donc à la casse des actifs dans un moment où il ne faudrait peut-être pas les vendre. Donc prendre la responsabilité de dire je préfère arrêter, ne pas donner autant de liquidités que je pourrais en donner, prendre le temps de vendre mes actifs parce que peut-être que la situation que l'on traverse aujourd'hui est exceptionnelle. On parle en mois. Là, de 6 mois, oui, mais... C'est ça, si vous fermez la liquidité pendant 6 mois... c'est beaucoup, mais qu'est-ce qu'il vaut mieux? Qu'est-ce qu'il vaut mieux? Vendre à perte? J'entends. Voilà. Donc c'est une mesure aussi de protection des intérêts des investisseurs. C'est pas forcément très négatif. Enfin, c'est ennuyeux pour l'investisseur. Il faudrait peut-être l'accompagner de quelque chose qui donnerait de la liquidité autrement qu'avec le produit ou des avances peut-être pour les groupes qui sont adossés à des groupes bancaires. Mais pour la protection des intérêts des investisseurs dans les produits, aujourd'hui... Est-ce qu'on se dit, quand même, quand on est gérant en France, avec ce qui se passe là, j'ai quand même un traumatisme qui va arriver, est-ce que je vais faire mon marché? Enfin, moi, à temps particulier, je me dis, je vais aller voir quand même, alors, non? Alors,
Tout le monde se dit, bien évidemment, si jamais les marchés viennent à chuter, et si on a cette stratégie d'investissement européen, Vous avez de l'argent. bien évidemment, on l'a dit, ou Laurent le disait, le marché, on l'estimait en surchauffe largement sur le marché britannique. On avait du mal à y aller alors que c'était le plus gros marché européen, et que attendre qu'il tombe un peu, ou beaucoup, pour aller faire nos Dans investissements. votre Oui, bien PCI, sûr. là, un peu d'Angleterre, allez. Bien sûr, on a de l'Angleterre, c'est un SCPI pan-européen, un EPCI. Ceci étant, il y a 1 an et demi, nous avons dit que nous n'allons plus en Angleterre. Donc l'Angleterre est sous-pondérée, elle représente 10% à peu près de notre portefeuille et 2% des foncières, donc pas de grammes, mais... Marc, est-ce qu'il n'y a pas un problème de promesse, on en parle souvent dans ces émissions de chat ou de club expert, de promesse client? Est-ce que dire, j'ai un produit liquide, parce qu'en fait, on entend de plus en plus les gens dire sur l'immobilier, tiens c'est liquide, même sur les CPI, on avait cette impression, sur un sous-jacent qui n'est pas forcément, est-ce qu'il n'y a pas un problème de promesse client? Est-ce qu'il ne faut pas être plus clair dans ce qu'on raconte à nos clients? C'est pas parce qu'on a inventé des produits financiers qu'on a changé les lois de la physique. Donc C'est pour ça. l'immobilier n'est pas liquide comme le sont des marchés financiers d'obligations, d'actions, etc. Donc ça, il faut être réaliste sur le sujet. Après, Jean-Marc l'a souligné tout à l'heure, beaucoup de progrès ont été faits pour adapter ces fonds. Et des Pour fonds gérer le stress, mais pas pour forcément gérer la le stress liquidité, et même la liquidité. Le mécanisme de la simili-cotation qui existe dans les SCPI est un excellent moyen de gérer la liquidité. C'est quoi la simili-cotation? Expliquez-moi. Oui, parce que on n'est pas sur un marché. Simili-cotation. Le marché par confrontation ne fait pas d'une SCPI une foncière. Voilà. Donc, c'est une liquidité qui a fait ses preuves, qui a permis de sortir le marché et de recréer une liquidité sur ce marché. Ces mécanismes-là sont très aboutis, sont d'ailleurs regardés avec beaucoup d'attention par les Allemands pour gérer la liquidité de leurs propres fonds. Donc la grande crise des années 90 des SCPI a eu quelque chose de bon, qui fait que la place de Paris a été imaginative parce qu'elle a dû l'être pour pouvoir s'équiper de mécanismes de liquidité pour gérer. Est-ce que ça, on va te faire tourner un peu tout le monde, vous êtes tous, mais Eric, est-ce que ça, c'est pas une vue de l'esprit? C'est-à-dire que c'est bien sur un petit stress, mais sur un gros stress, en plus c'est autoréalisateur, hein, si vous commencez à vendre, ça affole un peu tout le monde, non? Il est clair que dans une phase de stress, et on le voit bien avec les fonds anglais, et on l'a vu avec les fonds allemands, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire que ou vous êtes coté, effectivement, les valeurs s'effondrent, ou alors vous ne l'êtes pas parce que vous avez un sous-jacent qui n'est pas liquide, et que de toute façon, la suspension est une des mesures. Mais dans notre gestion de la liquidité, dans notre prévention de la gestion de la liquidité, je crois qu'il faut signaler ici que aucune société de gestion ne vante le produit SCPI comme étant un produit liquide. Non, mais je parle aux distributeurs qui ont un peu oublié. C'est quand pendant la longue durée, on dit il n'y a aucun problème, c'est tranquille. On oublie ça parfois. Donc au fond, ça serait peut-être plutôt bien pour nous, cette crise, pour rappeler qu'attention, quand le sous-jacent n'est pas liquide immédiatement, bah, il faut vivre avec ce sous-jacent et ses caractéristiques. Voilà, alors je pense qu'en cas de remède au stress, effectivement, dans des moments de panique, il y a des mesures qui doivent être prises. Et je pense que les fonds anglais ont pris les bonnes mesures. Ces suspensions, et comme le disait Jean-Marc, c'est dans l'intérêt des actionnaires du fonds. Et après ça, il y a une gestion de la liquidité qui peut se faire. Et nous, dans notre note d'information, on prévient effectivement une gestion de la liquidité. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des parts en attente qui représentent un certain pourcentage des parts globales, nous mettons en place des process pour justement gérer la liquidité, parce qu'en fait la liquidité elle s'accompagne lorsqu'elle devient compliquée, jusqu'à rétablir les bons vieux marchés secondaires que nous avions sur lesquels SCPI. Oui, rappelons que même dans les années les plus compliquées, les gens qui souhaitaient sortir notamment des SCPI ne représentaient que quelques pourcents. Dans les années 90 Dans les années 90. Ouais, c'est parti, c'était dur quand même. Non, mais ça difficile. Ça ne suppose pas qu'il ne fallait Heureusement que j'avais Jean-Marc qui était là, qui m'aidait. Ça ne suppose pas qu'il ne fallait pas trouver de solution pour ces gens-là, parce que quand on a fait un placement, et on est en droit d'avoir une visibilité sur les mécanismes de liquidité. Mais ça a été dit tout à l'heure, et c'est parfaitement vrai, la plus grande responsabilité consiste à trouver effectivement des solutions de liquidité pour les gens qui souhaitent sortir parce que c'est légitime, mais de protéger l'immense majorité qui veut rester sur la protection de son capital. Il y a presque conflit d'intérêts à ce moment-là, non? Et c'est un travail de gestionnaire, pour le dire. D'accord, Laurent, oui, bien sûr. Peut-être rappeler aussi qu'en 2007, parce que c'est très gentil de parler de liquidité sur les produits SCPI, en 2007, quand il y a eu des problèmes de liquidité, en France,
c'est pas sur les produits immobiliers, sur des produits Là, qui vous allez étaient réputés être liquides. Oui, très c'était clairement. un peu travaillé quand même. Hein. Ouais, mais C'était pas les plus simples. Hein. C'est pas les On produits va dire les immobiliers- choses comme ça. c'est Il y pas avait un les peu, produits il y immobiliers avait un qui ont peu été fermés. d'ingénierie financière qui ont créé de l'illiquidité. Hein. Mais c'était des produits qui ouais. étaient dits produits Oui. liquides. Vous savez, Les produits immobiliers. Le monétaire dynamique, il faudra toujours m'expliquer comment le monétaire est dynamique. Moi, hein, Je ne mais suis plus si vous je laissez suis pas le pas, grand ça va spécialiste du monétaire compliquer, oui. dynamique, mais très clairement, les produits SCPI n'ont pas été touchés. Il faut revenir également sur la perception, et je pense que nos clients connaissent bien le produit SCPI, ils l'ont bien perçu. La meilleure preuve, c'est quoi? C'est la durée moyenne de détention des produits, des parts de SCPI. C'est plus de 22 ans. Très clairement, si on vient chercher de la liquidité et si on veut jouer sur un cours et sur un prix de part, personne ne vient acheter des parts de SCPI. Par contre, venir attendre un revenu régulier dans la durée Donc, sur il faut le produit rappeler les SCPI, et clairement, et là, les SCPI n'ont jamais Vous êtes d'accord avec moi de dire attention à la promesse client et de dire que le Bien stress peut évidemment. arriver. Au fond, il Bien faut évidemment. capitaliser sur ce genre Bien d'événement. Pour évidemment. dire, on va bien vous expliquer ce qui est votre sous-jacent et c'est plutôt rassurant d'une Bien certaine évidemment. manière. Ce que vous nous dites, c'est qu'en France, les mécanismes sont solides, notamment sur les SCPI. Et que les OPCI, c'est une autre histoire, mais vous avez combien de liquidités aujourd'hui? 40% de liquidité 40%, sur le quand même, c'est PCI, pas 10, placé hein. en obligataire ou en produits liquides. C'est pas. Rappelez aussi que beaucoup de la distribution des produits que nous faisons se font à travers de contrats d'assurance vie en unité de compte. Et que Donc là, c'est c'est l'assureur l'assureur qui garantit la liquidité. Merci Donc pour c'est lui que nous avons ça, c'est lui avec qui nous devons discuter. Et d'où l'importance On va aussi y venir de tout à notre l'heure, capacité à rapidement adapter les prix de nos produits en cas de crise, de manière à ce que l'assureur qui doit faire la liquidité la fasse, mais au bon prix. Donc ça aussi, c'est un élément Arrêtez-vous 2 secondes fondamental. là-dessus, tiens, ça m'intéresse que vous C'est un élément racontez, là. fondamental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, c'est schizophrénique aussi. Pas du tout. Ah, l'intérêt Non. de l'assureur est contre l'assuré, l'intérêt tout. des autres Non, non, porteurs. non. Ce qu'il faut, c'est qu'en permanence, d'ailleurs la crise allemande l'a prouvé, c'est que la valeur de nos produits soit parfaitement adaptée à la réalité du marché. D'accord. Donc c'est ça la base, et quand nous avons ça, on a globalement toujours eu la liquidité. Donc ça veut dire que le fait, on va sur le sujet qui était en conclusion, mais bon, allons-y puisque vous ouvrez cette porte, ça veut dire que le fait qu'il y ait de plus en plus de pierre-papier dans l'assurance vie amène le marché à être beaucoup plus réactif en termes de valorisation? Non, c'est ce que nous demanderont les assureurs, parce que bien D'accord. évidemment, Mais c'est eux ce ne que- veulent la question que je pose. donner à leurs clients légitimement la valeur du produit dont ils voudraient Pas racheter sortir, trop cher, mais, oui. voilà, mais au prix et au prix du marché. Alors la difficulté, on le voit bien dans l'histoire du Brexit, c'est que malheureusement, au moment où se produit cette crise, et on n'a aucune référence de la valeur réelle des actifs et donc de la réelle manière dont on doit adapter le prix de nos parts. Et c'est là où, encore une fois, la décision des fonds de stopper cette liquidité est aussi un côté raisonnable. Ça permet juste de regarder ce que va donner le marché et éventuellement de fixer la liquidité, ou le prix de la liquidité sur de bonnes valeurs fondées sur les autres. Très bien, messieurs, vous êtes rassurants comme toujours. Tiens, on va continuer sur ce côté rassurant et on va même essayer d'être optimiste. Est-ce que vous pensez que ça va ramener de l'investissement immobilier en France hein? Tout tiens. On n'est pas obligé de faire ça. Oui, Eric, tiens. Non, mais ça veut dire, est-ce que des gens vont sortir de Grande-Bretagne pour investir Alors, chez nous? Je ne sais pas s'ils arriveront à sortir de Grande-Bretagne ou non, mais il est vrai que dans des allocations d'investisseurs internationaux, il est clair que le marché britannique va être en stand-by jusqu'à ce qu'il se résorbe et que soit passé le coup de stress, et que forcément le marché français va en profiter. Donc c'est bon pour nous. Et donc c'est bon pour nous. Très bien. Laurent? Pour avoir discuté avec quelques investisseurs étrangers, ce qui m'a frappé, c'est que pourquoi Londres était vraiment une place intéressante pour eux. C'est que depuis 20-30 ans, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de modification fiscale, il y avait une vraie stabilité, une vraie continuité. Et là, le Brexit, pour la première fois, C'est un sacré cette changement, image de chaque fois qu'on stabilité, Ouais. elle est cassée. Bien sûr. Et très clairement, ces investisseurs se disent, Oui. eh bien l'Angleterre, qui était le seul Enfin, la havre de stabilité paix... en France, Laurent. Mais, oui, mais du coup, ils l'apprécient un peu Ouais. différemment et ils se disent, en Europe, C'est pas malgré pire. tout, il y a un renforcement de la zone euro, il y aura un renforcement de la zone euro, et très clairement, cette stabilité, on l'a au sein de plusieurs pays. C'est Et bien donc- l'Allemagne, non? Oui, mais il y a quand même, la France et l'Allemagne restent ces deux marchés principaux en matière immobilière. Non, je parlais de stabilité. Oui, mais les deux Réglementaire, marchés immobiliers profonds en Europe, en zone euro, sont bien la France et l'Allemagne. Donc Très oui, bien. sur ces deux marchés. Merci messieurs, vous nous rassurez et bien évidemment on va avoir l'occasion de parler sur Club Patrimoine. Je vais vous interviewer souvent parce que je pense quand même que ça va intéresser un peu tout le monde même cet été, donc ne partez pas trop loin. Allez, on rentre on a pris beaucoup de temps, hein, donc on va rentrer dans les thématiques. Ça se passe comment la collecte, Jean-Marc? Donc, comparativement aux autres produits de placement, c'est vrai que l'immobilier a des rendements qui aujourd'hui séduit. Donc, Donc là on fait un point, mi-année, on a une énorme collecte, bien évidemment. par rapport à l'an dernier. On augmente bien sûr encore une fois par rapport à l'année dernière, mais je crois que c'est pas tellement en termes de succès, Ah, mais d'augmenter. c'est juste pour avoir une idée du marché là. On fera 3 milliards ou 4 milliards de En collecte, pourcentage par rapport à l'an dernier, quinzaine, vingtaine de pourcents encore en plus. Dans le même ordre de grandeur Même en chose. termes de progression. Même chose. pareil.
Là, Nous, on va c'est- diminuer. nous. Vous allez On diminuer va, on va moins collecter, oui, cette année. Pourquoi? Parce que vous réduisez? C'est un choix, oui. On réduit. Ah. Alors pourquoi, tiens? Pourquoi ce choix? Parce que nous considérons que effectivement il y a un afflux de capitaux extrêmement important et on voit que les grands réseaux, les compagnies d'assurance, tout le monde veut la SCPI, tout le monde veut l'immobilier, et que nous, dans une perspective de préservation du fonds et de sélection des immeubles de qualité, on veut plus une régulation de la collecte. Et donc on organise la collecte et on prend quelques mesures de manière à ce que la collecte soit beaucoup plus régulée et que nous puissions, nous, être en capacité de maîtriser à la fois notre collecte et nos investissements. Bah, Eric, vous rentrez en plein dans le premier sujet, donc oui, pardon. Parce qu'on a plein de fois la question, Florent, Ouais. est-ce qu'il y a encore des choses à acheter aujourd'hui? Ben, c'est ça. Donc on est dans le premier sujet. Messieurs, beaucoup de collecte. Eric nous dit, chez Perial, on réduit un peu la collecte volontairement parce qu'il faut qu'on ait les produits en face. Est-ce que c'est pas trop dur aujourd'hui de trouver les produits en face de cette collecte, Laurent? Nous, on est très content d'avoir mis en place une politique de produits purs, c'est-à-dire une SCPI bureau qui ne fait que du bureau, une SCPI commerce qui ne fait que du commerce et une SCPI santé qui fait que de la santé et du résidentiel avec la primo-croissance. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les marchés et l'évolution de ces marchés n'est pas la même. Et très clairement, on collecte moins au bureau que l'année dernière. Par contre, on va C'est collecter volontaire? plus. C'est volontaire. D'accord, non, mais c'est toujours la même question. C'est volontaire. C'est D'accord. volontaire. On reste sur des investissements très sélectifs sur le bureau, donc on continue le bureau, mais de façon très sélective pour ne pas venir diluer la performance de notre fonds, tout en privilégiant la qualité des immeubles. Par contre, on collecte plus sur la santé et sur le commerce. Et sur la santé, aujourd'hui, on atteint la taille critique, qui fait qu'on a un développement pour accompagner également les exploitants. C'est-à-dire que les exploitants viennent nous voir en nous disant on a besoin de créer de nouvelles EHPAD, de nouvelles maisons de retraite en Allemagne, dans d'autres pays de la zone euro. Est-ce que vous pouvez nous accompagner sur des programmes neufs, avec des baux très longs et avec du rendement? D'accord. On achète à plus de 6% en dehors de la France On sur va arriver à plus de des maisons 6%, de retraite. c'est-à-dire. Très clairement. Donc oui, il y a des choses à acheter, des choses de qualité et avec du rendement. Dans les EHPAD, c'est pas j'ai vu ça récemment, non pas du tout sur les EHPAD, mais sur les résidences de tourisme avec quelques contentieux. C'est pas l'exploitant qui vous tient Je ne parle pas des résidences de tourisme, je parle des EHPAD. D'accord, ouais, c'est la même Et chose, aujourd'hui, non mais même chose, c'est quand on fait 2 EHPAD et qu'on doit discuter avec un exploitant, c'est très compliqué. Quand on détient comme nous 3 milliards d'euros d'actifs dans le secteur de la santé, on a une vraie relation et un vrai partenariat avec les acteurs, les exploitants. Et donc il y a des sites qui sont plus compliqués, et par contre on fait des efforts sur ces sites-là, on les accompagne, mais en contrepartie, on finance à des taux plus intéressants de nouvelles opérations. Donc c'est gagnant. Là, je sens, allez, à ma gauche, je sens bien, on me dit attention, les produits, c'est difficile à trouver, en tout cas là. C'est pas ce que j'ai dit. Ah, dans le bureau, si. Dans le bureau, on est plus sélectif. On est plus ouais, sélectif. Les produits sont pas Les taux sont plus bas. difficiles. Les taux sont plus bas. Oui, les produits de taux sont- qualité. Exactement, il y a du produit, Ouais. il y a du produit, simplement c'est que les taux baissent. D'accord. C'est que, notamment nous, en ce qui concerne PFO2, qui a eu un grand succès, notre stratégie c'est de réduire la collecte pour l'absorber Vous ne pas diluer. et ne pas diluer, D'accord. et exactement défendre les intérêts des actionnaires et des associés. En revanche, nous relançons une nouvelle SCPI qui s'appelle PFO, là avec un tiers bureau, un tiers commerce et un tiers actif acyclique, justement, et elle a la capacité de pouvoir effectivement absorber. Stratégie très différente. Hein. Genre, j'ai au fond de la multigestion d'un côté et des produits très purs de l'autre. Marc, dilution ou pas dilution? Allez, c'est la question que tout le monde se pose. J'arrête. D'abord, D'accord. on a une vitesse de collecte, je dirais, par rapport à l'encours qui est de l'ordre qui est de moins de 10%. Donc on est effectivement dans des mesures et on fait un bout de chemin de chaque côté, c'est-à-dire de maîtriser les volumes de collecte malgré tout, même s'ils sont en progression, de maîtriser les volumes de collecte, et après effectivement d'accroître et d'élargir les politiques d'investissement pour justement trouver des solutions pour ne pas ou pour moins diluer. Après, la baisse des taux est à l'œuvre partout. Ce serait bien étonnant que tout le monde cherche de l'immobilier avec un marché qui a des limites physiques et que Mais le taux ne soit pas à la baisse. Est-ce que c'est gênant? Est-ce que c'est pas... Ça fait partie quand des choses qu'il faut je suis gérer. à 1%, moins d'1%, qu'est-ce que je dis 1%? Ça c'était il y a quelques mois, mais à l'échelle de l'histoire financière. Quand au fond, aller descendre de 5 à 4 ou à 3,5, c'est pas gênant ça. Mais je dirais, c'est assez inexorable que les Voilà. taux à l'investissement baissent quand beaucoup de gens en cherchent et que la taille du marché n'augmente. Ou alors je dilue pas, je ferme, mais je fais ça pour mes clients. Alors ça c'est un vrai débat de dire est-ce qu'un patrimoine qui ne bougerait pas, qui ne vivrait pas, qui ne se développerait pas est un Non, meilleur mais vous pourriez patrimoine? fermer en disant ceux qui étaient là bénéficient des achats anciens et je rouvre au marché actuel. Oui. On pourrait dire ça. Nous, notre conviction est que les patrimoines doivent toujours avancer, se régénérer, acheter de nouveaux immeubles, arbitrer les anciens clients, ils immeubles. vous font la gueule, non? Non, ça va. non. On a encore eu des assemblées très récemment D'accord. et on n'a Ouais, pas parce eu qu'ils la ont des gueule bons rendements. de nos clients. C'est Ils ont clair. des bons rendements, c'est clair.
Et il faut accepter effectivement d'avoir un patrimoine qui continue de tourner, qui se modernise. Merci beaucoup Jean-Marc. Ça veut dire donc qu'on trouve des bons... Ma question c'était, est-ce qu'on trouve encore des bons produits ou est-ce qu'on ne risque pas d'abîmer un peu l'actif? Et la réponse là c'est oui, mais moins cher, enfin moins de rendement, mais au fond c'est la vie. Alors, deux remarques. La première, c'est qu'il va falloir qu'on change de logiciel, parce que je pense qu'on est durablement dans un contexte D'accord. Thomas. Donc, Japonais. oui, japonais sans doute, ou peut-être un peu plus élevé, mais durablement on l'est. Donc ce que l'on élevé, estime, le début de la baisse des taux avait rendu plus d'un interrogatif en disant tiens, un tel achète un immeuble à ce taux-là. Quand on le regarde aujourd'hui, on dit qu'est-ce qu'il a bien fait de l'acheter au taux d'époque. Donc il faut qu'on se mette déjà dans ce... et qu'on prépare nos associés à ça. D'accord. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que... Il faut que vous prépariez. oui, nos associés... Vous réfléchissez à Non, jusqu'à quel taux ils achètent encore ou pas? Non, mais ils achètent au taux où on leur sert aujourd'hui, enfin entre 4 et 5 globalement. Oui, il y a 3, Je rappelle qu'on servait 6 3, c'est bien avant. aussi. On conservait 6 avant la crise, oui 3 comparativement au reste, mais conservait 6 avant la crise et qu'aujourd'hui on est descendu à ce niveau-là et que justement comparativement aux autres produits, parce que les taux ont baissé, c'est encore compétitif. Mais donc première chose, ça a changé de logiciel. Deuxième chose, on peut aussi, et c'est plutôt nous on ne sait pas maîtriser la collecte ou difficilement, puis ça peut présenter un petit intérêt à force de la maîtriser, on finit peut-être un jour par ne plus la retrouver, donc ça peut poser des problèmes de liquidité. Mais je vous sens taquin. Allez. Mais je suis parfaitement d'accord avec Marc aussi. Un produit immobilier constitué doit se régénérer. Et on doit, et c'est là aussi un des éléments importants de l'époque, c'est que cette situation avec des taux d'intérêt bas, elle a aussi des aspects positifs. On peut s'endetter un peu, à des taux tellement bas que par rapport, on retrouve de la performance en s'endettant un avec tout votre petit peu. signature, vous empruntez négatif, Non, malheureusement. Dans les SCPI, c'est pas donc non, on peut s'endetter et ça facilite l'atteinte de la performance à distribuer aux associés. On peut aussi profiter de cette période où tous les actifs valent beaucoup d'argent pour vendre ceux qu'on aime moins et profiter à ce moment-là d'une régénération du patrimoine. Et puis troisième, il faut modifier sa politique d'investissement et nous, le choix que nous avons fait, c'est bien sûr de la diversifier, de regarder d'autres classes d'actifs, mais c'est aussi de l'européaniser et que voilà, à partir d'un marché de 25 milliards qui est le marché français pour aller vers un marché européen qui représente 250 milliards, c'est une forme de mutualisation et ça nous permet de trouver des immeubles un peu plus facilement et de mutualiser nos risques et de profiter des décorrélations de marché. Georges, la question qui tue, allez. Oui, nos internautes sont Mais on a répondu. un peu fatalistes et disent finalement est-ce que c'est pas comme les fonds en euros condamnés à avoir des rendements qui baissent chaque année? C'est ce qu'on vient de dire, non? Non, c'est pas. Encore une fois, bon, on a dit. Non. je pense qu'il faut- La crise a conduit à. Il faut quand même voir que depuis 2007, les loyers et les prix ont baissé. Incontestablement, et que là où nous servions 6, nos taux d'occupation, mais c'est pour ça. et donc on s'est retrouvé naturellement, Wattels, on s'est retrouvé. Alors la différence du marché français avec beaucoup d'autres marchés, c'est que par contre nous sommes au bas du loyer, d'accord. Donc quand on regarde le marché français, comme quand on regarde le marché espagnol, à la différence du marché britannique, le prochain moteur, ça sera pas la baisse des taux, ça sera le jour où la reprise économique va arriver, l'augmentation du loyer, qui va, si on recherche de la distribution, provoquer Alors moi, c'est une augmentation. Je vais poser la question à Laurent qui bout là, mais c'est une drôle de question. Je me dis quand même c'est bizarre votre histoire de loyer bas. Mais au fond, si je suis un bon locataire, qui quand je vais sur le marché obligataire peut emprunter à 1%, Pourquoi et vous me dites quand tu loues c'est à 6, et à un moment ils vont vous dire ça suffit, non? C'est l'éternel débat et on le voit bien. Il y a pas de... Attendez, Non. ou alors les mecs c'est pas des Mais- bons. Il faut virer tous les chefs d'entreprise qui vous Je achètent vais à donner 6. un seul exemple. Ouais. Un seul exemple, c'est Accor. Accor a externalisé son immobilier. Ouais. Ils Bah, il l'ont ferait mieux de le réinternalisé ouais, voilà. et ils vont le réexternaliser. Voilà. Donc très clairement, il n'y a pas deux réponses, une seule réponse, unique, il y a des réponses. Et elles dépendent de chaque entreprise. Aujourd'hui, je reviens, et Jean-Marc fait bien de le souligner, vous cherchez 3000 m² de qualité dans Paris, vous ne trouvez pas. J'ai On fait un bel rencontre... immeuble, ça s'appelle Le Cloud. Mais il est plein, Ouais. il est plein. Et vous avez vu le montant des loyers? Oui, On est à plus de 650 700, € du on est mètre. à plus de 700 euros sur certains plateaux. Donc très clairement, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le monde change rapidement, que les entreprises évoluent, que les modes de travail évoluent. Et D'accord. des SCPI qui ont investi dans des immeubles récents, qui ont une capacité à trouver des locataires nouvelle génération, eh bien, elles auront des flux locatifs dans la durée. Est-ce qu'il y a un Et de effet de façon- taille, Eric? Est-ce qu'il faut acheter des trucs de plus en plus gros pour justement être dans le marché ou Oui, moi je pense qu'effectivement ça fait partie de la maturation du produit SCPI, c'est que ce sont des véhicules de plus en plus importants parce qu'elles ont eu effectivement le succès et on peut aussi s'en réjouir parce qu'on a milité pour l'attrait de ce produit Ah oui, vous SCPI êtes tous depuis des longtemps. vieilles maisons, on peut le dire. Donc je pense qu'il faut s'en réjouir. Avec ça, on est effectivement en tout cas dans des immeubles de taille beaucoup plus importante, notamment quand chez Perial on applique une politique environnementale, on peut l'appliquer de manière efficiente sur des immeubles Ça a été votre démarche. donc, c'est notre démarche. Et puis la deuxième chose qui est importante aussi, c'est que
on assiste aussi à un immobilier de bureau qui est en train de changer de manière extrêmement profonde, avec une obsolescence de certains immeubles de bureaux, et qu'il est important aussi que les CPI puissent effectivement avoir des immeubles qui soient adaptés, rénovés, restructurés, et avec effectivement des économies d'énergie. Donc on vit aussi dans un microcosme qui fait que de toute façon, nous devons nous adapter en permanence. Et Genre, je vais lire parce que avec Allez-y, le timing, allez-y. comme on est très court en temps là, on nous dit au fond, vous êtes sur les mêmes investissements. Alors, il y a deux questions qui se posent, Marc. La première, c'est que c'est une chance pour vous, les vieilles et bonnes, enfin vieilles, prémoniales, c'est pas si vieux que ça, mais enfin, alors on va dire, les vieilles maisons et les maisons qui ont une taille suffisante, aujourd'hui, vous êtes en position de force quand même sur ce marché. C'est un peu une fermeture à l'entrée pour les nouvelles maisons quand même, non? La taille, les ressources, c'est très important dans le marché pour pouvoir porter des immeubles, les restructurer, les réadapter au goût des locataires. C'est pas juste faire de la mode, c'est juste que les besoins des locataires évoluent tous les jours. Et ça a été dit, et c'est très important de l'avoir en tête, que ces immeubles-là, il y a un mouvement de reconcentration de l'activité économique plutôt dans les centres-villes sur des objets où on peut concentrer un certain nombre de services, de la connectivité, de l'accessibilité en transport. C'est là que ça se passe, c'est là que se situe la croissance. C'est dans les grands centres urbains. Visiblement, la croissance va s'articuler autour des grands centres urbains interconnectés. Donc on est effectivement à faire évoluer et travailler les patrimoines pour se reconcentrer autour de ces zones de croissance. Tiens, je vais être un peu provoque. Est-ce que vous n'avez pas un peu de chance, un peu comme les gérants obligataires qui ont vu de la baisse des taux tout le temps? Donc au fond, vous, dans vos portefeuilles, vous aviez des immeubles plutôt centre-ville, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas. Et aujourd'hui, on s'externalise, on va dans des banlieues. Est-ce que ces immeubles, ils vendront aussi cher demain? Les immeubles des banlieues? Oui, c'est une question. Non, les immeubles des banlieues, ils ne vaudront pas pour preuve. On voit des sièges sociaux aujourd'hui en périphérie parisienne. Est-ce qu'il n'y aura pas une obsolescence aussi plus rapide de la valeur de ces immeubles? Non? Je dis une bêtise là. Je sens que je dis une bêtise. Je sais pas si c'est à l'heure du Grand Paris, c'est une grosse bêtise. D'accord, je viens de dire une bêtise. Voilà. À l'heure du Grand Paris, c'est une grande bêtise. Oui, j'ai senti là que. Il y a quand même une question d'emplacement, puis il y a une question, c'est-à-dire que. Je ne sais pas, Aubervilliers, par exemple, aujourd'hui, moi, en tant que particulier, j'irai pas, mais. Aubervilliers est un quartier qui change profondément. C'est pour ça que je vous pose Donc la question. il y a le Grand Paris, il y a les grandes métropoles européennes. Après ça, c'est le talent de la société de gestion à acheter dans le bon emplacement, et après ça, à rénover et à restructurer, notamment lorsqu'il y a du patrimoine ancien, de manière à adapter les immeubles aux besoins des locataires. Et c'est comme ça qu'on crée de la valeur. Jean-Marc, l'étranger, c'est important. J'entendais Laurent dire 6% en Allemagne. Moi, j'ai l'impression qu'en Allemagne, ça rapportait moins l'immobilier. 6%, c'est beaucoup encore. Alors, on n'a pas toujours 6%. On va chercher dans chaque pays. C'est l'avantage, c'est que même dans la zone euro, il y a un peu de décorrélation entre les pays. La monnaie ne fait pas tout. Donc, on va chercher dans certains pays des qualités un peu différentes. Oui, on va chercher la stabilité, des rendements un peu plus élevés en Allemagne, mais se souvenir que ça n'augmente jamais beaucoup, si ça ne diminue jamais énormément, qu'il y a beaucoup de territoires et qu'ils adorent les immeubles neufs. Donc, il y a aussi une contrepartie à cette stabilité. Et puis, vous regardez l'Espagne ou l'Italie où les taux sont encore relativement élevés et que donc vous avez un écart et un intérêt à aller Vous allez en investir. Italie? Oui. Oui. Non, pas encore. Pas encore. Allez, il y a 2 en Italie. L'Espagne où les loyers sont Italie du un Nord. peu comme en France, encore Italie plus bas. du Nord, oui. Du Nord. Ah, Du c'est Nord. ça. L'Espagne où les loyers sont encore plus bas que. Très bien. Il nous reste, ça va super vite parce qu'on a eu ces problèmes de liquidité, donc il faut que j'accélère. Je suis désolé, Georges. Mais allez-y, j'y vais. enchaînez, je vous prépare les questions. La question qui se pose en 5 minutes, donc vraiment 1 minute chacun, quel scénario? Vous disiez scénario à la japonaise ou presque, et là on est assez bien au fond. Mais imaginons que ce ne soit pas ce scénar-là et que les taux remontent, crise politique en Europe, enfin, il se passe quelque chose. Est-ce que le marché immobilier sera décorrélé, notamment du marché obligataire, dont tout le monde a la trouille, qu'à un moment donné, tout le monde se couvre vers la porte et qu'il y ait trop de monde pour passer, quoi. Tout le monde dira pour que vous. le marché immobilier est un compartiment de l'activité économique, donc il n'est pas décorrélé au point à ce point. Par contre, oui, un contexte de taux durablement bas, oui, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne vont pas bouger de l'endroit où ils sont aujourd'hui. Donc nous, on pense au contraire que les taux vont légèrement augmenter. Donc une raison et une bonne raison pour que la prime de risque que l'on applique dans nos investissements aujourd'hui soit un peu plus élevée qu'elle ne l'était en 2007, où je rappelle 2007, la prime était négative. C'est-à-dire que, donc là, on a retrouvé des primes à 300 points de base, ça veut dire que nous sommes aujourd'hui dans nos investissements prudents, et pour peu qu'on intègre... Elle est énorme, quoi. Je veux dire, Elle est énorme, mais voilà. Donc on intègre en réalité dans nos investissements, si on continue à être raisonnable, là je parle des acteurs, Vous que nous achetez sommes, du coussin. on achète du coussin, et si on ne voit pas les
les taux remonter brutalement, je pense qu'on se protège d'une manière ou d'une autre contre la remontée légère de ces taux. La hausse des loyers viendra en partie aussi compenser la Vous hausse. croyez vraiment à la hausse des loyers là Encore une fois, pas dans tous les pays et pas dans tous les endroits, mais bien sûr, en Allemagne, ils augmentent, à Paris, ils augmentent déjà. On voit que cette reprise est Est-ce que ça communicative. augmente vraiment à Paris? Je donne un peu la parole à Laurent, on va retourner, mais ça augmente vraiment à Paris. J'ai l'impression qu'il y a quelques, je parlais d'un immeuble particulier tout à l'heure, qui sont très significatifs, mais en général, ça augmente pas tant que ça. Si Le marché immobilier parisien et en région parisienne, il fonctionne par circoncentrique. Ça part du centre de Paris. Quand il n'y a plus d'offres dans le centre de Paris, on va en première couronne, puis après en deuxième couronne. Et on voit qu'il n'y a plus d'offres dans Paris. Et déjà en première couronne, on voit les premiers effets. Il suffit de regarder la Défense. Et les loyers ont atteint leur point bas, ils commencent, et les mesures d'accompagnement Parce qu'on disait la Défense à un moment donné, et il y les avait un peu loyers de à la Défense vacances. commencent lentement mais sûrement à redémarrer. Donc Eric, oui, vous les confirmez loyers vont augmenter. Oui, je confirme, le centre de la Défense, où il y a eu effectivement une On a senti à un moment donné, on a parlé de vacances. Parce qu'il y a eu une livraison massive de tours au même moment. Mhm. Donc ces tours sont remplis. Donc maintenant, effectivement, la Défense étant remplie, ça s'étale au-delà du boulevard circulaire. Et pareil pour Paris. Paris, il y a aussi le fait que les startups ont envie d'être dans le centre de Paris. Parce qu'elles ont effectivement Parce des que les salariés jeunes, ils veulent qui n'ont pas de plus, voiture, qui sont jeunes. Ils aiment ça, d'être dans la vie. Il faut effectivement les assurer. Donc ça montre aussi qu'il y a des phénomènes qui... Vous allez rénover des immeubles dans le centre de Paris, vers chez moi, là, à la Bourse, tout ça. Alors, on peut rénover. Chez Perial, on n'en a pas beaucoup dans le centre de Paris, mais ça peut être effectivement un sujet. Après ça, il y a la question du rendement, parce que le rendement reste bas. Pour répondre à votre question, moi je pense que les rendements vont rester durablement bas. Je pense qu'on n'aura pas d'inflation pendant longtemps aussi. Un gérant obligataire me disait récemment, je vous le dis, parce que, et pas des moindres, me disait, il n'y a pas d'avenir, ça sera le défaut ou l'inflation. Oui, ce sont Donc ça sera le défaut. les dettes, ce sont toujours les dettes des États souverains sont toujours résorbées comme ça. Donc pas d'inflation, vous dites? Alors pour l'instant, on ne voit pas d'inflation. Désolé, je vous ai... Et nous ne craignons pas une augmentation des taux. Je veux dire, on a une prime de risque historiquement qui est colossale et qu'on peut effectivement absorber une remontée progressive des taux. Marc, en une minute, qui vous appartient bien sûr, ça veut dire qu'aujourd'hui vous avez assez de produits de qualité, l'internationalisation, ça va, donc la collecte, c'est pas un sujet. Non, on ne peut pas dire que ce n'est pas un sujet. Il faut être mesuré, il faut contrôler, il faut réguler sa collecte pour rester sélectif dans les investissements. Mais le fait d'aller se diversifier partout, non. Mais en Europe et sur d'autres secteurs d'activité, a accru considérablement nos champs de possibilités et oui, nous met en situation. Il y a un auditeur qui me dit, mais pourquoi pas les émergents? Pourquoi pas un peu d'émergents? Il y a des endroits assez sécurs dans les émergents. Ils disent pourquoi vous allez qu'en Europe? Nous, on a une réponse par rapport à ça. Ouais. Dire pourquoi on ne va pas en Angleterre, pourquoi on ne va pas en dehors de la zone euro. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Ça non, ça va et vite, puis très clairement, on est là pour apprécier un risque immobilier, c'est notre métier. On n'est pas là pour apprécier un risque de change. Donc notre métier, c'est d'analyser le risque immobilier. C'est le niveau de prime de risque qu'on peut couvrir le change. Ça coûte cher. On l'a regardé aux États-Unis pour faire une classe d'actifs. On l'avait regardé aux États-Unis et ça coûte très cher, même sur les États-Unis. Jean-Marc, vous, Amundi. Non, mais Amundi, oui, il y a une vision et regarde les émergents, d'abord de par son positionnement et sa distribution asiatique sur d'autres classes d'actifs. Donc oui, on nous y sommes attentifs, mais on ne trouve pas pour l'instant exactement ce qu'on voudrait. D'ailleurs, mon prédécesseur à l'immobilier est en Inde et regarde le marché indien avec beaucoup d'intérêt. Mais on peut regarder aussi l'Afrique, qui est le continent le plus proche, qu'on comprend sans doute le mieux, sur lequel notre réglementation est la plus proche. Et nous avons, nous, une filiale au Maroc, et à qui on a clairement dit que regarder ce qui se passait sur ce continent et commencer à préparer ce qui demain pourra être... mais bon, ça reste des pays, encore une fois, avec du risque politique, un peu de risque économique. Mais oui, il faudra un jour qu'on s'intéresse à ce type d'investissement. Marc, comment on fait quand on est franco-français, puis tout d'un coup on dit tiens, je vais aller à l'étranger, qu'est-ce qui se passe? On prend des équipes sur place, on a des experts, enfin, en tant que particulier. Nous, on a fait le choix très très clair d'avoir des équipes sur place. Voilà, parce que ça reste un métier local. Et je dis souvent, c'est pas quand on descend de l'avion qu'on nous propose les meilleurs immeubles spontanément. Voilà. Donc on fait ce choix-là d'avoir des équipes sur place. Et avoir des équipes sur lesquelles et d'avoir des structures juridiques sur place où nous sommes majoritaires. On les achète, on fait de la croissance externe? Oui, Eric, on fait de la croissance externe? Croissance externe ou ou implantation. Eric, comment on fait? Nous Perial, on a une volonté d'aller sur l'Europe, on n'a pas encore investi, mais on regarde certains marchés, et simplement c'est qu'on prend des partenariats locaux. D'accord. Voilà, qui sont franco-allemands, franco-hollandais. Comment ça marche un partenariat local? Un partenariat local. Vous achetez ensemble un bien avec des gens connus qui connaît à la fois les marchés. Parce que vous dites, je viens t'accompagner, ça te fait plus de volume, on fait ensemble? Il y a des spécialistes et il est capable d'accompagner effectivement l'investisseur que nous sommes sur notamment les réglementations, les perceptions des loyers, les charges et la gestion des loyers. D'accord.
Laurent, quelque chose à dire? On a des équipes sur place, Belgique, Allemagne, Déjà et on regarde l'Italie. Oui, on a une Arrêtez filiale. pas. On a une filiale en Belgique avec 4 personnes, on a une filiale en Allemagne avec 5 personnes et qui est en train de se développer. On a plus d'1,2 milliard de patrimoine en Allemagne. Et c'est pas mieux d'aller se pluguer sur un gros instit, vous allez voir votre copain Amundi et vous dites tiens, si on faisait des choses ensemble, pourquoi vous ne travaillez pas ensemble? Bon, on le regarde, ça nous arrive de Ça nous regarder des arrive. opérations, Ça vous ça nous arrive. Bien sûr, on a Ça déjà nous fait arrive. l'investissement. ça. Ah, ça va alors, Ça nous me arrive. rassure. Je disais les Dalton au début. Allez, il nous reste 5 minutes. Le dernier thème, c'était est-ce que l'assurance vie est l'avenir de la pierre papier ou vice-versa? Donc c'est intéressant. J'ai entendu dire, et alors est-ce que c'est réglementation, crainte, que certains assureurs commençaient à réduire leur capacité à ouvrir leurs actifs à l'immobilier? Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Oh, vous m'avez dit pas vrai tout à l'heure. Donc globalement, On les a toujours trouvés mesurés face Ouais. à la classe d'actifs. Aujourd'hui, ce qu'ils regardent, encore une fois, c'est notre capacité à fixer le bon prix lorsqu'ils voudront sortir et assurer la liquidité de nos produits. À partir du moment où, comme nous le disions au départ, nous sommes capables de les rassurer sur ces 2 points, ils ont un peu moins de prévention à ouvrir leurs actifs. Mais bon. Alors, au-delà de l'assurance vie... il n'y a pas d'assureur qui réduit, j'ai entendu dire que certains, non. Nous, Pour l'instant, tout va bien. non. Ce sont des bons clients, ils viennent vous voir encore. Peut-être rappeler que les taux de détention d'actifs immobiliers par les assureurs françaises sont bien en deçà des taux des assureurs anglais notamment. Bien sûr. Donc il y a une grosse différence entre les deux. Pour Non, l'instant, mais on va je le- plutôt s'en il faut- féliciter. il faut le rappeler, il faut le ça va. rappeler et c'est Ouais. une bonne chose. D'accord. Nous, chez Perial, dans le cadre de la régulation de la collecte, justement, nous négocions avec nos partenaires assureurs, justement, des enveloppes que nous pouvons prévoir et se dire, voilà, on va pouvoir les investir à tel et tel moment. Donc c'est une négociation avec le distributeur de manière à ce qu'on puisse effectivement Bien sûr. gérer la collecte et les investissements qu'on va avec. Au fond, c'est pour ça que je disais, est-ce que la pierre papier, c'est pas l'avenir de l'assureur? Parce qu'aujourd'hui, l'assureur, il peut faire quoi? Le fonds en euros, c'est mal barré. Hein, la loi Sapin 2 sonne un peu le glas. L'appétence des Français au risque, action, c'est pas facile. Donc il reste la pierre. Marc, génial pour un assureur. Ce sera quand même compliqué que juste à poser les 2 marchés en termes de taille. Pour avoir les ordres de grandeur en tête, hein, le marché de l'assurance vie, c'est 1800 milliards d'euros. Le déplacement d'une allocation de 1% des assureurs vers le marché, ça fait donc, si on compte bien, 18 milliards d'euros Oui, pour un ça marché fait un qui peu, fait 25. Sympa Voilà, on pour a- vous, oui, ça C'est fait de c'est la très sympathique, perspective. mais il faut de la place Ouais. pour tout le monde. Donc, je pense qu'on ne peut pas juxtaposer l'un comme une solution de l'autre. Par contre, dans le match euro-UC, oui, la pierre papier, mais avec toute la mesure du risque de liquidité qu'ils doivent gérer dans leur actif passif, Bien sûr. est une solution parmi d'autres. Et puis ça coûte très cher en fonds propres, donc pour un assureur, donc c'est compliqué. non? Immobilier, oui. Ouais. Mais j'ai pas souligné un dernier point. C'est Oui, que il faut venir avec vos réponses, on va- non, c'est que la pierre papier s'ouvre encore un peu plus. Hein, depuis la fin de l'année dernière, on va enfin avoir la pierre papier dans l'épargne salariale et l'épargne retraite, qui est un domaine dans lequel nous n'avons jamais, nous, investi. Mais, par exemple, vous me le disiez, l'assurance vie, 1800 milliards, 18 milliards pour 1%. L'épargne salariale, c'est un peu de sous. Hein. Ouais, Je ne sais pas combien ça fait en France, mais ça commence à faire un peu, puis ça monte Puis ça a monté. régulièrement. puis j'ai une épargne Jusqu'où longue. vous allez pouvoir assumer, Marc? Il y a un moment, ça va bien bloquer, vous allez dire stop. Ben, vous avez la C'est taille ce du que marché. nous dit Eric, hein, il dit je maîtrise ma collecte. Hein. Non? La taille du marché, voilà, on a 25 Mais- milliards, il n'est pas D'accord. excessivement élastique. On a par contre... Mais 25 milliards, pourquoi il n'y avait pas 50 demain si vous internationalisez? Ah, Je crois que l'international est l'avenir. Et Je pense d'accord. qu'il faudra aller en Europe et puis effectivement s'intéresser après ça à des produits, à des pays émergents. Et puis, il ne faut pas oublier, on était sur les CPO démarrage que sur de l'actif bureau. Mhm. Après, il y a eu, notamment avec Sophie dit, le démarrage du commerce. Boutique, et puis Maintenant, il y a eu la santé. Il y a la santé et le résidentiel revient. Avec la Aujourd'hui, nue propriété. avec notamment la nue propriété, mais pourquoi pas également d'autres produits de rendement sur du résidentiel. Et La aujourd'hui, résidentielle, ça rapporterait, non? aujourd'hui, les taux ayant baissé, on retrouve un équilibre. Il y a une différence encore, mais elle est plus aussi grande que ça. Et très clairement aujourd'hui, et notamment au travers de la nue propriété, on peut pour la première fois loger d'un actif résidentiel dans un contrat d'assurance vie. C'est la D'accord. première fois qu'on peut le faire. Très bien, messieurs, il nous reste 1 minute, ça fait pas beaucoup, mais c'est passé trop vite aujourd'hui, comme d'habitude. Allez, je vais bien sûr vous poser la question rituelle dans ces clubs experts. Tout va bien, vous êtes confiant pour l'année à venir, pas de souci. Pierre papier. Confiant, oui, mais attentif justement au Ça développement va, de là. ces situations. Vous n'avez pas de la risque collecte. aujourd'hui. Si vous mettez dans la tour et que vous regardez Soran, est-ce que vous voyez des risques arriver? Non. Marc? Très vigilant, oui. Hmm. Confiant et Voilà. vigilant. Et vigilant à quoi? Et vigilant. Parce que vous me dites À tout va tout bien. l'environnement. D'accord. L'environnement, Vous il êtes comme moi, bouge vous tous êtes les jours. optimiste paranoïaque, c'est ça? C'est un bon truc. Bon résumé. Vigilance, mais ne pas oublier aussi que nos produits sont directement corrélés aussi à la situation économique du pays. Mais ça va mieux, on a de la croissance. Ça va mieux, c'est de la croissance. Un peu Je dirais que les loyers sont pas non plus, ne sont pas non plus à la hausse. Donc le marché va mieux, qu'il y a une reprise des transactions, qu'on va créer 200 000 emplois cette année. Voilà, c'est-à-dire qu'on est aussi au démarrage d'une nouvelle phase, mais on a également souffert sur le plan des revenus locatifs.
D'accord. Laurent? Le monde change, mutation des modes de consommation, changement des méthodes de travail. Donc oui, on doit être très vigilant pour faire en sorte que nos produits qui doivent générer des cash flows dans les 10 ans qui viennent soient toujours adaptés. Et ça, c'est notre responsabilité. Et vous êtes bien dans le marché. Et On se est dans revoit le tous marché. à Patrimonial, là, vous venez me voir en studio? Avec plaisir. Eh bien, ça sera un bonheur. C'est passé à toute vitesse. Comme d'habitude, on était super... Les clubs experts immobiliers, c'est super suivi. Hein, Non, et vous avez été les pionniers. plutôt répondu aux questions Oui, internautes. oui, On les a peu entendus, mais Personne les questions ont râle. été répondues. Personne râle. Donc, merci Si, beaucoup. on se moque du gang des chemises blanches versus Et oui, mais rouges. on a super chaud. On a Donc super bravo chaud. pour vous êtes On a alignés comme super ça. chaud. Merci, profitez de l'été, reposez-vous, revenez en forme pour Patrimonia, on compte sur vous. Ouais. Et Ouais, bien sûr. nous, on se revoit. Ah, pour parler Patrimonia, mardi prochain, 18h, avec Jean-Marc Bourreau, Oula, pour parler de Patrimonia un 2016. dinosaure, Jean-Marc Bourbon, on t'attend ici en plateau, ça sera un grand bonheur. Et quant à vous, en attendant, match ce soir, gardez-vous bien. Puis allez la France, hein. Allez.